Oui, bonjour à tous. Bonjour, pardonnez-moi, c'est arrivé un petit peu tardive dû à une mécompréhension d'agenda. Donc je suis néanmoins ravi de vous parler d'un service un peu unique qui fête ses 5 ans au CHU de Nantes. Donc on a appelé la clinique des données. Donc je suis Pierre-Antoine Gros, je suis professeur des universités, praticien hospitalier. J'enseigne avec bonheur jusqu'à la transformation digitale de la santé en première année de médecine. Je dirige une équipe de recherche qui s'occupe beaucoup de données massives, en particulier en génétique, et également d'aide à la décision médicale. Donc notre objectif de nos recherches, c'est vraiment de servir sur un plateau de la donnée médicale pour prendre de meilleures décisions. Et puis, j'ai des fonctions hospitalières un peu particulières. Mes collègues soignent des patients, les opèrent et consultent. Et moi, dans le service, ce ne sont pas les patients dont on prend soin, mais ce sont en fait vraiment les données qui sont produites par l'activité de soins de l'ensemble de l'établissement. Et donc on a, à travers cette clinique des données, véritablement en bon nantais, quasiment un voyage au centre de la donnée, avec comme toujours, et c'est peut-être finalement la vraie résonance du RGPD, c'est de placer au centre de nos interrogations en fait, des usages des données. Pourquoi on a besoin de données? Eh bien, nous, tout le service met en place de quoi répondre à une interrogation scientifique et mettre en face de cette interrogation des données pour peut-être demain mieux soigner, ou en tout cas mieux comprendre comment aujourd'hui on soigne. Alors ces données de santé, elles font beaucoup fantasmer. Elles font aussi beaucoup fantasmer parfois jusqu'à nos directions hospitalières. Et puis j'en avais un petit peu marre, parfois, y compris dans des autorités, on va dire, ministérielles, que les établissements de santé où se fait le soin, où on traite les malades, soient un peu relégués au rang de producteurs de données de santé dans son sens le plus matériel. Or justement, toute l'erreur, je dis, pour rattraper cette fausse métaphore, et croyez-moi, un professeur, ça essaye d'utiliser les métaphores, mais ça en connaît surtout les limites. Penser la donnée et la donnée de santé comme un bien matériel, comme du pétrole, c'est pas une bonne métaphore. Et donc, jusque dans les colonnes du Figaro, il y a quasiment un an, je dis, mais en fait, si on parle de producteur de données ou de production de données, c'est pas au sens agricole ou industriel. C'est au sens artistique. C'est comme, en fait, une donnée, c'est comme un bien culturel. C'est comme des notes qu'il faut interpréter, réinterpréter, arranger. Si j'étais pas arrivé en retard, pour être sûr que vous vous en souveniez, j'aurais chanté. Parce que penser le métier d'un data scientist, en fait, c'est plutôt un musicien de la donnée au sens le plus littéral possible. Il la réinterprète. Il en donne une présentation nouvelle. Et donc, voilà, sur ce jeu de mots, effectivement, on avait souligné cette métaphore qui est certainement beaucoup plus fertile et qui a plein de traductions, y compris organisationnelles, dans un établissement qui est le plus gros employeur de la région, 13 000, plus 13 000 salariés, on va le dire dans un instant, 2,1 millions de patients. Bien, si vous voulez penser les données, penser comment ces données deviennent centrales dans nos organisations, eh bien, il faut absolument plutôt les penser comme un bien culturel et pas un bien matériel. La deuxième question à laquelle on est souvent confronté, eh bien, c'est de dire OK, vous avez fait une clinique de données, vous faites de l'intelligence artificielle, vous faites data, et on a des questions techniques. Alors, je voudrais régler ces questions techniques. Souvent, quand la question se formule sous quelle est la taille de, c'est pas une bonne question. Oubliez ces trucs-là. Donc, on peut même y répondre du point de vue de l'entrepôt de données de santé. On a 1,5 million de patients. On pense qu'on couvre quasiment un citoyen sur 3 dans notre zone d'influence. Un demi-milliard de données structurées et 62 millions de documents textuels. Si on imprime ces documents, qu'on les empile sous forme de ramettes de papier, vous allez de Notre-Dame de Paris jusqu'à l'Arche de la Défense et vous revenez. Et donc ça, ce sont des données qui deviennent disponibles de manière totalement nouvelle à l'interrogation. Même chose quand c'est une question de taille de stockage. En fait, un entrepôt de données, c'est à peu près, ces données-là, c'est à peu près 50 téraoctets. Et une puissance de calcul relativement modeste par rapport aux enjeux.
Je vous avais promis que je chanterais, et donc j'avais choisi de chanter l'hymne à la joie. Je ne vais pas le faire pour des raisons de temps. Mais retenez simplement que bien, on a bien cette idée-là de parallèle entre les données, leur réinterprétation, ce qui montre aussi qu'elles n'appartiennent finalement, c'est une copropriété, hein, elles n'appartiennent pas simplement au patient. Le patient, il a des droits, mais finalement, le soignant qui va créer ces données, eh bien, on touche tout autant à l'intimité du patient qu'à l'intimité de la pratique professionnelle des soignants. Donc, oui, c'est plus compliqué, c'est peut-être moins facile à imaginer, mais une donnée, c'est un bien culturel, c'est un bien qui concerne plusieurs personnes, et on peut faire l'analogie avec l'orchestre de la symphonie chorale qui sert de support à l'hymne à la joie. Donc ça veut dire que dans une grande organisation comme le CHU de Nantes, on s'est dit, en fait, oui, on est d'accord. Pour faciliter notre réflexion, nos interrogations, il faut placer les données au centre de toutes nos interrogations. Donc des bonnes données sont de toute façon le préalable à des bonnes analyses. Donc oublions sur la gauche l'image de la mine d'or où on irait chercher des données, data mining, j'aime pas trop l'analogie avec de l'uranium, de l'or ou ce que vous voulez, mais c'est plutôt un 4 mains, voire un 6 mains. Il faut que toute une équipe finalement, de la naissance de la donnée jusqu'à son exploitation, se relaie et contribue à créer de la valeur. Donc il faut coordonner, j'allais dire orchestrer, l'expertise clinique, l'expertise technique, puis aussi l'exploitation, les usages des données. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la conclusion que au CHU de Nantes, nos données sont tellement importantes pour le futur du soin qu'elles méritent bien une clinique. Et donc on a organisé l'exploitation de l'entrepôt de données de santé. Donc voilà, il concerne les patients. Ces patients ont été informés de l'existence de cet entrepôt de données. Ils sont informés systématiquement qu'ils ont un droit que nous respectons sans qu'ils aient à se justifier, que leurs données ne soient pas utilisées à des fins de recherche. C'est aussi des données qui sont co-créées, coproduites dans plein de services hospitaliers différents. Donc vous imaginez bien le chirurgien qui dit oui, c'est ma tumeur que j'ai opérée moi. En fait, c'est autant sa tumeur que celle du patient. C'est pas tellement son patient non plus. Et puis le patient, il va passer en biologie, il va passer dans d'autres services. Donc on a organisé cela. C'est pour ça que le plus important, c'est pas la technique, encore une fois, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on se donne une organisation qui facilite le fait que toutes les données puissent servir et servir encore, et qu'à chaque fois qu'on les utilise, elles vont gagner en usabilité. On les connaît mieux et peut-être elles vont être plus réemployables. Donc c'est finalement l'inverse de la métaphore pétrolière ou minière. Une fois que vous avez cramé le pétrole, il n'en reste que de la fumée. La donnée, au contraire, plus on l'exploite, plus on la transforme, mieux on la connaît, plus on la rend disponible. Et peut-être à travers quelques questions, je pourrais vous présenter des transformations particulièrement importantes de ces données. Donc la traduction organisationnelle de ces principes, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la clinique des données. Donc c'est un service du CHU à part entière. On a été l'un des premiers entrepôts de données de santé à recevoir une autorisation de déploiement de la CNIL. Donc on a été voir la CNIL, on dit voilà, on a ces objets-là, voilà la gouvernance que l'on vous propose, voilà les mesures de sécurité que l'on vous propose. Et donc décrit sur ce schéma, notre point de départ, c'est toujours un usage des données, c'est toujours une question. Et on peut très bien imaginer la transposition, pas simplement dans un CHU, mais dans toute entreprise qui veut placer les données au centre de son utilisation. Et donc on a une petite équipe au grand cœur qui va prendre en charge ces questions. On est dans cette transition médicale. Le patient, on ne lui demande pas d'avoir fait son diagnostic quand il arrive. Donc un chirurgien qui pose une question de data science, on ne lui demande pas d'avoir trouvé le bon modèle mathématique. C'est comme dans un célèbre fast-food, c'est venez comme vous êtes. Et l'équipe d'experts va aider à mûrir cette question et va placer en face de la question les bonnes données qui vont correspondre à cette interrogation. Donc ça, c'est peut-être notre gouvernance et le cercle bleu que vous voyez ici. Je pars des utilisations. L'investigateur fait sa demande. Elle est prise en charge. On a une réunion hebdomadaire qui nous permet de discuter chacun des projets. Et seules 7 personnes sont habilitées
à faire une extraction de données de l'ensemble des données de l'hôpital. Donc il crée un sous-ensemble, un database, un datamart, et c'est ce sous-ensemble qui va être mis à disposition des investigateurs. Ce déploiement opérationnel, il a son pendant légal. L'ensemble des projets sont disponibles sur un registre des études. On a vérifié la non-opposition des patients. Et puis là, en troisième rideau, si on a le droit de faire des métaphores rugbystiques, eh bien, une infrastructure technique, puisqu'on va alimenter l'entrepôt de données de santé quasiment en temps réel, avec certaines transformations, à partir du dossier de soins. Dans les 5 années d'existence de la clinique des données, eh bien, on a été amené finalement à élargir un peu le périmètre du seul entrepôt de données de l'établissement, donc les données produites dans le cadre du soin dans l'établissement. Et on a établi ce qu'on a appelé cette matrice de gouvernance des données qui en fait se résume extrêmement bien sous la forme d'un tableau à 4 cases, avec 2 questions. La première, qui a la responsabilité légale sur les données? Eh bien, aujourd'hui, jusqu'à présent, je vous ai parlé des données qui sont en haut à gauche, les données de l'entrepôt de données de santé. Mais la responsabilité légale, elle est portée par l'établissement qui prodigue les soins. Et en horizontal, alors ça fait un peu un gros mot, hein, l'intentionnalité. Pourquoi est-ce qu'on a enregistré ces données? Pour le soin. Ah, donc elles n'ont pas été enregistrées pour faire de la recherche. Et ça, en santé, dans la recherche biomédicale, c'est un peu nouveau. On a l'habitude d'enregistrer des données ou de se donner les moyens d'enregistrer des données pour faire de la recherche. Eh bien, donc ça, c'est l'entrepôt de données de santé. Il a son pendant au niveau national. On a la chance en France d'avoir un système, alors selon vos orientations, vous direz qu'il est soviétique ou napoléonien, mais qui centralise l'ensemble des remboursements de l'ensemble des soins produits sur le territoire national. 1,3 milliard de feuilles de soins, c'est le système national des données de santé. Eh bien, le service opère aussi une médiation d'accès à ces données nationales du système national de données de santé. Et puis peut-être plus traditionnellement dans le domaine médical, eh bien, nous utilisons des données qui sont faites pour la recherche, ce sont des cohortes de recherche. On enregistre des informations spécifiquement pour poser des questions. C'est vrai au CHU de Nantes avec ce qu'on appelle des cohortes, mais c'est vrai également avec des bases de données nationales ou internationales dont on aussi facilite l'accès. Et donc moi, dans mon métier de généticien, eh bien, ça fait déjà presque plus de 50 ans qu'on partage des données génétiques et des échantillons. Et puis dans la petite ligne en bleu, hein, c'est un peu comme dans les contrats d'assurance, c'est peut-être le plus important, c'est qu'en fait, cette activité autour des données, elle génère plein d'innovations. Plein de manières d'enrichir des données avec des données de l'extérieur. J'ai cité ici les données de Météo France, on pourrait parler d'autres données de l'INSEE. Au cœur de la crise Covid, eh bien, on a mis en place un projet qui, pour la première fois, faisait converger sur une même plateforme plusieurs données de responsabilité juridique différentes. Donc des données du CHU de Nantes, mais aussi des SOS Médecins, des laboratoires de ville, qui nous permettaient d'avoir un coup d'avance sur la pandémie. Et donc, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est plutôt du bon sens paysan appliqué à de la data science, puisque en fait, les patients, ils appellent chez SOS Médecins avant que les plus graves d'entre eux débarquent aux urgences à peu près 5 jours après. Donc, on voit un pic d'activité en nombre ou en pourcentage d'activité chez nos collègues qui sont en première ligne, les médecins généralistes de SOS Médecins. Et 5 jours après, eh bien, on voit éventuellement ces patients les plus graves arriver à emboliser les urgences. Donc on met la data au cœur de notre décision. On a 2 jours pour convaincre le directeur de l'hôpital que ça va barder. Et puis on a 3 jours pour se retourner et organiser les urgences. Plein d'autres projets, en particulier du traitement automatique du langage. Je voudrais saluer le dynamisme de l'équipe et de notre collaboration avec les laboratoires d'informatique de Nantes Université. On a obtenu le premier projet de ChatGPT privé souverain en français médical. Donc on va déployer une IA générative de manière souveraine et privée pour pouvoir en proposer des applications à l'intérieur de l'établissement. On utilise aussi ces algorithmes pour étudier des facteurs qui ne sont pas assez étudiés dans le domaine de la santé, notamment les déterminants sociaux. Et avec la société Octopies, que vous avez peut-être pu croiser dans telle ou telle autre intervention, eh bien, on a réalisé à quel point les données synthétiques étaient un futur de la création de valeur. Alors, les données synthétiques, c'est un mot un petit peu cool pour parler de simulation de données. Et on a mis au point une technologie qui permet de prendre chaque individu et d'en proposer un avatar qui est suffisamment éloigné pour qu'on ne puisse pas le réidentifier, mais pas suffisamment pour que la donnée dans son ensemble perde de la valeur.
Donc on a des données qui sont comme les vraies données, mais qui sont plus identifiantes, et on peut le prouver. Et donc ça veut dire que c'est des données qui sortent du RGPD. Et donc peut-être un élément aiguillon de notre réflexion, là, c'est qu'aujourd'hui, pour créer de la valeur, on n'a plus besoin de manipuler des données identifiantes. Et c'est peut-être ça aussi un des sens profonds du RGPD. Et voilà, nous, ce qui nous semble, hein, en guise de conclusion, avant de vous montrer quelques visages de cette équipe qui a conçu la clinique des données, c'est que finalement, dans toutes les transformations qui sont celles d'un établissement aussi complexe que celui qu'un établissement de santé, à terme, il n'y a plus un seul projet qui ne bénéficierait pas de données issues des entrepôts. Qu'est-ce qui se passe chez nous ? Comment est-ce que ça, eh bien, on peut peut-être prendre du recul à travers ces données ? Et en guise de conclusion, quelques visages qui sont à la manœuvre dans le fonctionnement de la clinique des données. Et puis, vous dire aussi en 2 diapositives que c'est aussi une organisation qui est coordonnée, qui est répliquée à travers tout l'ouest de la France. Et nous avons un réseau d'entrepôts de données de santé qui donne accès cette fois-ci à plus de 2,5 milliards de données structurées, près de 10 millions de patients, de Brest jusqu'à Tours. Et nous avons été lauréats du premier appel à projet de l'État pour développer ces entrepôts de données de santé et faire en sorte que, dans le respect de la vie privée qui est dû à chacun des patients, chaque donnée produite par nos établissements de santé, elle puisse servir et resservir encore au service de tous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions et si on a le temps. Il y a peut-être temps pour des questions. 3 minutes de questions. Encore toutes mes excuses pour le retard. Est-ce que vous envisagez aussi d'intégrer les données administratives, médico-administratives dans l'EDS, ou bien vous fonctionnez par appariement avec le SNDS et c'est bien comme ça ? Alors on fait on fait les 2 par projet. Aujourd'hui, donc on a un accès permanent au SNDS. Ça nous a beaucoup simplifié les accès aux données nationales. Et dans le cadre du West Data Hub, bien, on s'apprête à parier de manière, en tout cas par projet dans le respect de la légalité, mais d'avoir un peu plus d'autonomie dans notre capacité à connecter les données médico-administratives aux données locales. Et c'est un peu le meilleur de 2 mondes, puisque les données du système national, elles nous donnent une vision multi-établissement, en particulier quand on s'intéresse au parcours du patient, eh bien, on va voir sa trace à travers les traces de remboursement des actes. Et la finesse de la maladie, ses caractéristiques, eh bien, on l'a à travers l'œil hospitalier universitaire. Bonjour, je voulais juste vous demander si ça avait été compliqué d'embarquer les praticiens cliniques qui produisent la donnée au sein de ce projet d'EDS, ou s'ils n'étaient pas forcément réticents. Est-ce que c'était perçu comme quelque chose de supplémentaire dans leur pratique clinique, ou est-ce qu'ils ont perçu la finalité ? Merci, hein, c'est une très bonne question. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Je crois parce qu'on a bien mis d'abord l'enjeu de la gouvernance, et que c'est un prof de médecine qui est à la tête du service, et c'est pas ou un informaticien ou un administratif. Donc je pense que d'emblée, on avait désamorcé beaucoup de choses. Après, il y a une vraie différence qui est parfois difficile à comprendre ou à intellectualiser, c'est que eux, en tant que soignants, j'ai accès à toutes les données des patients, à toute leur intimité, leur nom, leur prénom. C'est très important pour le soin, un par un. Un par un. Quand on est data scientist de la clinique des données, on a accès à toutes les données en masse. Et ça, c'est un changement qui est parfois pas si facile que ça à faire dans leur relation aux données. Hein. Dire, en fait, je peux le faire un par un. Ah oui, mais là, je me pose des questions à l'échelle des groupes. Donc ça, voilà, il y a ça. Un autre exemple qui, je crois, en mettant en avant les usages, et je rends des comptes tous les ans à ce qui est l'équivalent de l'Assemblée générale de copropriété au sein de l'hôpital, je dis, mais ce n'est pas les données de Pierre-Antoine Gouraud, c'est les données de notre communauté. Et donc, je vous rends des comptes sur quels sont les projets qu'on a fait avec qui. Et en général, dans les 2 mois qui suivent, il y a à peu près tous les services qui disent « Ah, mais nous aussi, on voudrait poser des questions, etc. » Et donc, on est un petit peu sous l'eau. Mais voilà, on est toujours heureux d'être un peu victime de notre succès.
Encore merci pour votre attention. Pardon pour le retard et bien sûr à votre disposition sur les réseaux sociaux si vous aviez des questions supplémentaires. Merci.